Vous écoutez Bretagne 5, il est presque 8h16. Bretagne 5, l'invité de la matinale. Et notre invité politique ce matin est Nicolas Lecaroff. Il est membre du Bureau national des Républicains. Il est également délégué de la 4e circonscription des Côtes-d'Armor. Il est avec nous en direct ce matin. Merci d'avoir accepté l'invitation. Bonjour. Bonjour. Alors on va parler ce matin des Républicains. Les Républicains, bien qu'ils ont quand même, vous me permettez le terme, raflé la mise, parce que vous voilà arrivé quand même avec un score qui n'était pas très important au niveau des législatives, mais c'est les Républicains aujourd'hui qui sont à la manœuvre en la personne de Michel Barnier, Premier ministre, qui va prononcer cet après-midi son discours de politique générale. J'allais presque dire bonne opération. Disons que les Républicains ont pris leurs responsabilités face à une situation qui l'obligeait, qui les obligeait à prendre leurs responsabilités. On était dans une situation inédite où la recherche d'un Premier ministre par le Président de la République s'engluait, s'enlisait, où effectivement l'Alliance de la gauche proposait une candidature pour Matignon. Cette candidature ne rassemblait pas suffisamment. Et puis c'est trouvé que l'hypothèse Michel Barnier s'est présentée. Et lorsqu'une telle hypothèse se présente, il faut savoir suivre le chef, suivre Michel Barnier dans cette aventure qui s'annonce périlleuse. Mais les Républicains est un parti de gouvernement. Et il faut mettre nos actes en correspondance avec cette vocation qui est celle d'un parti de gouvernement. Avec l'expérience finalement de Michel Barnier, qui a été, on l'oublie peut-être un petit peu, c'est déjà loin derrière nous, mais pas tant finalement, le grand négociateur du Brexit, il a pu intercéder entre la Grande-Bretagne et l'Europe pour que ce Brexit se passe le mieux possible pour les uns et pour les autres. C'est aussi une expérience qui entre à Matignon aujourd'hui. Oui, exactement. Vous l'avez très bien souligné, Michel Barnier est rompu à l'art du compromis, des pourparlers. Il sait mettre des gens qui ne pensent pas forcément la même chose et qui n'ont pas forcément les mêmes intérêts autour d'une table pour trouver l'issue la plus raisonnable et la plus consensuelle possible. Donc je crois que de ce point de vue-là, c'est l'homme de la situation, même si, encore une fois, la situation est extrêmement délicate et où potentiellement la durée de vie de ce gouvernement peut être très minime si l'opposition le décide, tout simplement. Voilà, la menace de la censure dans un contexte très compliqué. Michel Barnier l'a dit lui-même, les finances publiques, le déficit de la France, 3200 milliards d'euros. Voilà, le chiffre est tellement important qu'on hésite, des fois on bute dessus. Il y a urgence à redresser le cap, il y a urgence à faire la France économiser, mais continuer à se développer parallèlement. Oui, le gouffre de la dette, c'est vertigineux. Ça obère en plus les perspectives d'avenir pour les générations futures. Donc il y a urgence à redresser la barre, prendre des mesures fortes. Ça passera nécessairement par une baisse des dépenses publiques. Et donc ça, Michel Barnier l'a annoncé très clairement, qu'il allait dire la vérité aux Français et qu'il n'allait pas se cacher. Une vérité qui est parfois difficile à dire parce qu'elle implique de prendre des décisions courageuses qui politiquement ne sont pas rentables. Maintenant, Michel Barnier n'a pas de calendrier personnel. Il ne se présentera pas en 2027, il l'a dit. C'est ce qu'il a du moins avancé, donc il y a assez peu de doutes là-dessus. Donc il a les mains libres. Et donc il devra, quoi qu'il arrive, prendre ses mesures fortes et surtout faire en sorte qu'il y ait au moins une majorité relative de parlementaires qui le suivent dans sa démarche. Et surtout que les oppositions ne se coalisent pas pour le censurer à la moindre occasion. Alors justement, la censure, elle est là un petit peu comme une épée de Damoclès au-dessus de la tête de ce gouvernement qui de l'avis des observateurs peut être effectivement éphémère. Peut-être pas forcément non plus si les mesures ont l'air de plaire évidemment aux oppositions. Avec cette dette dont on parlait et cette possibilité d'augmenter l'impôt, qui ne fait pas l'unanimité, on a compris, que ce soit dans les rangs de Renaissance ou dans les rangs de l'opposition, qu'elle soit d'ailleurs à l'extrême droite ou à gauche. Comment naviguer, j'allais presque dire, à vue et éviter les écueils ?
La question de l'impôt dans notre pays, elle est au cœur du débat politique. La question du consentement à l'impôt est au cœur de nos politiques publiques. Et là encore, il faut faire attention à ce qui peut être avancé parce que les réactions d'opposition peuvent être très vigoureuses, et c'est normal. On est le pays avec les prélèvements obligatoires les plus importants de l'OCDE. Donc effectivement, il y a ce levier qui existe, mais encore une fois, le levier premier, et je pense que Michel Barnier a tout intérêt à mettre l'accent là-dessus, c'est la baisse de la dépense publique et non pas la hausse de l'impôt. Éventuellement, à la marge sur des entreprises ou des entreprises qui effectivement... c'est les entreprises les plus puissantes. Oui, on a entendu parler des grandes entreprises. Des très grandes entreprises. On parle Total, par exemple, ou CMA CGM, donc voilà des fleurons finalement. Effectivement, des entreprises qui font plus d'1 milliard de chiffre d'affaires par an, il y en a très peu. Mais effectivement, la question de ce consentement à l'impôt se pose tout de même. En tout état de cause, il ne faudra pas que les particuliers, et en particulier la classe moyenne, soient la cible de ces hausses d'impôts. De ce point de vue-là, je ne me fais pas trop de soucis. Michel Barnier a été assez clair dans ses prises de parole depuis qu'il a été nommé à Matignon. Et donc, j'imagine que les particuliers, que la classe moyenne ne sera pas touchée par ces hausses d'impôts, par ces hausses de fiscalité. Avec donc des économies à faire sur la dépense publique. Mais où faire les économies quand l'hôpital a du mal à fonctionner? J'entends l'hôpital public. Quand les Français qui ont adressé, j'allais presque dire un avertissement lors des législatives dans les urnes, se plaignent de ne pas avoir assez de services publics ou des services publics qui ferment. On en parle beaucoup avec la Poste qui renégocie en ce moment même son contrat avec les territoires. Comment faire aussi évoluer des territoires qui se faisaient des promesses finalement qui ne seront peut-être pas tenues par manque d'argent tout simplement? Alors évidemment, les services publics de proximité ne sont pas ceux vers lesquels il faut se pencher en premier et puis sur lesquels il faut couper les vivres finalement. Il y a un phénomène de suradministration en France où l'administration a pris de l'ampleur, a gonflé au fil des ans et où personne véritablement ne s'est penché avec le courage qu'il sied pourtant pour couper cet excès de dépenses. Il y a une forme de dérive budgétaire, on pourrait le dire comme ça? Oui, une forme de dérive budgétaire où on a créé des postes, notamment de fonctionnaires dans des administrations centrales, notamment, ou dans des établissements publics périphériques de l'État, où on a une gestion assez opaque, où on n'a pas de visibilité, tout simplement parce que tout ça est éloigné du quotidien des Français, et où effectivement les marges de manœuvre sont importantes. Il y a trop d'agences finalement qui gravitent autour des ministères ou des points de décision habituels. Oui, il y a trop d'agences, il y a trop de fonctionnaires qui ne sont pas dans l'opérationnel. Vous avez parlé de la santé. La question des ARS notamment se pose. Elle a été symbolique au moment du Covid. Et c'est vrai également pour les forces de l'ordre. L'enjeu aujourd'hui, c'est de rétablir l'ordre dans les comptes publics et de rétablir l'ordre sur le terrain. Aujourd'hui, les forces de l'ordre nous le disent, ils ont beaucoup trop de paperasse administrative et ne sont trop peu à courir après les voyous finalement. Voilà, trop d'administration tue l'action finalement. Exactement. Alors justement, il y a plusieurs axes. Alors on ne les connaît pas encore puisque le discours de politique générale de Michel Barnier devant le Parlement à l'Assemblée n'interviendra qu'en tout début d'après-midi. Un discours court, hein, on le dit d'1 heure, un discours franc. Hein, c'est ce qui transparaît en tout cas dans les dépêches que nous avons autour de ce discours, mais un discours qui va être sans doute aussi axé, et vous avez prononcé le mot de sécurité, à propos des forces de l'ordre, sur la sécurité, sur le rétablissement aussi d'une forme de sécurité dans le pays, très fractionné là aussi à ce niveau-là aujourd'hui. Oui, bien sûr, ça va être l'un des points essentiels, je l'ai dit, rétablir l'ordre dans les comptes publics et rétablir l'ordre dans la rue. Ce sont, à mon avis, les deux axes, avec la protection du pouvoir d'achat, les axes principaux de l'action de Michel Barnier et de son gouvernement. Cette question-là est également vertigineuse. On le voit bien, même à notre échelle, l'agression du maire de Saint-Brieuc récemment encore en est la triste illustration. Il y a beaucoup à faire en matière d'ordre, de sécurité et puis d'immigration.
Alors, l'immigration, on va y revenir, mais sur l'ordre, on a vu cette fusillade hier encore à Rennes, souvent liée au trafic de stupéfiants. Là aussi, il faut donner des moyens, malgré le contexte budgétaire très contraint, on l'aura compris, il faut donner des moyens pour rétablir l'ordre, pour voilà aussi enquêter autour du trafic de stupéfiants, par exemple, qui gangrène les quartiers, parfois même les campagnes. Alors il faut donner des moyens à notre justice avant tout, de façon à ce que... On a beaucoup parlé du couple ministre de la Justice, garde des Sceaux, ministre de l'Intérieur. Ce couple doit marcher de concert et effectivement maintenir l'ordre sur le terrain. Si derrière les peines ne sont pas appliquées, qu'il n'y a pas de place de prison, et quelque part ça ne sert pas à grand chose, ou ça ne peut qu'être satisfaisant, mais qu'à très court terme, puisque les voyous sont de retour dans leur quartier ou même dans nos villages aujourd'hui, à peine, sans avoir purgé de peine, sans avoir été punis pour les délits ou les crimes même qu'ils ont pu commettre. Alors, on parle beaucoup des OQTF. Là aussi, Michel Barnier s'est exprimé. Le gouvernement a laissé entendre qu'il y aurait une forme de grande fermeté. C'est ce qu'a dit d'ailleurs Bruno Retailleau, qui a suscité quelques polémiques ces derniers jours avec ses propos, même autour de l'état de droit d'ailleurs. C'est un ensemble de règles, une hiérarchie des normes, un contrôle juridictionnel, une séparation des pouvoirs. Mais la source de l'état de droit, c'est la démocratie, c'est le peuple souverain. Je reprends les mots de Bruno Retailleau. Voilà, toucher à l'état souverain, ça peut être quelque chose de dangereux, ou est-ce qu'il faut rétablir au contraire l'état souverain et avec aussi une loi sévère pour ceux qui ne respectent pas justement les règles? Bruno Retailleau a eu tout à fait raison dans son propos de rappeler que la source du droit reste le peuple français, reste la démocratie. Maintenant, évidemment, il y a des grands principes de l'état de droit qui doivent demeurer. Je pense à l'égalité devant la loi, bien évidemment. Et je crois qu'il y a eu beaucoup de surinterprétations sur ces propos de Bruno Retailleau, qui sont des propos courageux, mais beaucoup de surinterprétations, notamment des oppositions qui surfent un peu là-dessus, qui extrapolent, alors que les propos sont très clairs. Vous l'avez très bien dit, on reprend seulement une petite partie de son propos, alors qu'il rappelle bien que la hiérarchie des normes, la séparation des pouvoirs, effectivement l'égalité devant la loi, il ne compte pas y toucher, bien évidemment. Remettre de l'ordre et avoir du courage, hein. On a le sentiment que c'est la ligne de conduite que va adopter Michel Barnier et son gouvernement. Là encore, on va attendre le discours de politique générale, hein. On tourne un peu autour, mais on n'en a pas on en a juste les contours, on n'a pas l'essentiel évidemment. Aujourd'hui, il faut du courage en politique. Les différents politiciennes qui se sont succédés à différents postes en ont manqué de courage ces dernières années. Et là, je dis de façon très transversale, politiquement parlant. Ils ont manqué de courage, peut-être. Disons que la course électorale a fait aussi qu'hélas, ils n'ont peut-être pas voulu froisser les lecteurs à certains moments. Alors que l'urgence de la situation les obligeait, on le voit aujourd'hui, sur la dette notamment. Il va falloir agir, sinon dans quelques années, ce sera plus de 3 milliards, on pense que ce sera 4 milliards, et on a vu que la charge de la dette a augmenté d'1 milliard sous Emmanuel Macron. Donc effectivement, il va falloir du courage, il va falloir dire les choses. Je crois que c'est l'ambition de Michel Barnier. Son discours de politique générale va déjà nous aiguiller un peu sur le programme qui sera le sien, sur sa feuille de route. Cette prise de parole devra être concise, mais je crois que c'est ce qui est prévu. On ne devra pas être dans un catalogue de mesures, mais simplement sur quelques grands axes pour lesquels il y a de grandes attentes. L'ordre dans la rue, l'ordre dans les comptes publics, et la protection du pouvoir d'achat également, c'est important, il faut le souligner. Il faut d'autant plus le souligner ici en Bretagne, et notamment en Bretagne intérieure, où notamment parler d'augmentation d'impôts fait peur à beaucoup de travailleurs qui craignent pour leur pouvoir d'achat, qui a déjà été rogné considérablement ces derniers mois et ces dernières années.
Alors, justement, les territoires. Alors, on regroupe, hein, c'est un terme que je n'aime pas tellement, moi, à titre personnel, les territoires. Mais bon, voilà, c'est le terme un peu générique. Les territoires et le centre Bretagne, vous le connaissez bien, ce centre Bretagne, Nicolas Le Carroff. Mais justement, ces territoires, aujourd'hui, ils se plaignent d'être un peu abandonnés. On parlait tout à l'heure des services publics, même s'il y a eu des efforts de fait. Mais là encore, il faut que les efforts soient corrélés aux moyens. Ils ont adressé j'allais dire un message aux politiques en disant voilà, la prochaine fois c'est le Rassemblement national. Est-ce que c'est quelque chose qui vous oblige finalement, la classe politique, la droite en particulier que vous représentez ce matin, à trouver des solutions, à avancer sur le terrain, à faire en sorte que les territoires ne soient pas abandonnés tout simplement? Bien entendu que ça nous oblige. Et puis on l'a vu sur les prises de parole de Bruno Retailleau, par exemple. Il ne se cache pas derrière son petit doigt. Michel Barnier ne l'a pas tancé comme il a pu le faire pour d'autres ministres qui avaient pris la parole un peu de façon légère. On pense au ministre de l'économie. Qui sont finalement revenus sur leurs propos. Donc effectivement, c'est que Michel Barnier acquiesce. Et c'est aussi des gages envoyés aux gens qui ont pu voter à un moment donné pour le Rassemblement national, de dire effectivement on vous a entendu, et la droite républicaine est aussi capable de répondre à vos attentes, et ça il faut l'entendre. Je pense aussi qu'il y a des mesures symboliques qui ont d'ores et déjà été prises sur les territoires. Je pense à la réouverture de la brigade de gendarmerie dans le Menez. On l'a assez peu souligné finalement, mais il y a une brigade de gendarmerie qui avait été fermée et qui a refait son apparition dans le Menez, où il y avait quelques problèmes d'insécurité et d'incivilité notamment. Là, pour le coup, on a un service public qui est de retour dans un territoire rural. C'est une très bonne chose. Et il faut que là où il y ait des besoins, il y ait une réponse des services de l'État. Alors, ne pas opposer évidemment les villes et la campagne, hein, mais peut-être faire en sorte que la campagne ait les mêmes avantages, on pourrait le dire comme ça, en termes de développement que les villes. Alors, c'est évidemment on ne pourra pas jamais comparer une commune rurale et une ville qui a nécessairement les avantages de sa centralité et qui effectivement a nécessairement plus de services, plus d'entreprises, etc. Mais effectivement, la question du maillage territorial se pose quand même. Ça se pose en plein cœur de la Bretagne avec la fin de la mise en 2 fois 2 voies de la RN 164 qui touche à sa fin, mais on a quand même... Enfin, après plus de 50 ans bientôt. Exactement, hein. C'était une grande promesse du général de Gaulle à l'époque, c'est dire. Il reste un tronçon à effectuer, c'est le tronçon de Mur de Bretagne. Je vois déjà qu'il y a quelques oppositions qui se lèvent, notamment sur place. Il faut y prendre garde et il faut achever ce chantier le plus rapidement possible, sans quoi on va se retrouver dans des situations comme dans le sud de la France, où on voit qu'il y a des oppositions là aux bassines, là une autoroute. Il y a des priorités en Bretagne, et notamment pour désenclaver la Bretagne intérieure. Et l'achèvement de la RN 164, de la mise en 2 fois de la RN 164, est absolument fondamental pour beaucoup d'habitants du centre-Bretagne. Alors, dans les mobilités, puisqu'on en parle, il y a aussi le ferroviaire. Il y a cette demande très importante par les usagers, mais aussi par différents groupes politiques, voire même des syndicats, pour la réouverture de cette ligne qui relie Saint-Brieuc à Auray, donc le nord de la Bretagne au sud de la Bretagne, je le dis pour nos auditeurs lointains. Ligne qui serait vitale finalement pour le centre-Bretagne. Mais là aussi, un énorme investissement. Est-ce que c'est à terme quelque chose qui doit être pensé il ne s'agit pas d'opposer la route et le rail, mais est-ce que ça doit être pensé pour plus tard? C'est un dossier sur lequel il faut y avoir réflexion avec effectivement tous les acteurs. La question du rail qui a été abandonné mérite d'être remise sur la table. On voit que cette demande est assez forte dans une grande partie de la population. On voit aussi que aujourd'hui, le territoire je reprends le terme de territoire, je suis désolé, mais effectivement il est générique, de travail n'est plus forcément le territoire de résidence, et où cette question du rail peut répondre aux aspirations des Bretonnes et des Bretons, tout en sachant aussi que la voiture coûte de plus en plus cher, on le voit très bien. On nous parle de crise automobile en ce moment, mais aujourd'hui, investir dans un véhicule pour des familles de la classe populaire et de la classe moyenne, c'est absolument vertigineux. Donc la question du rail est une alternative. Ça demande évidemment un gros investissement public, mais elle a le mérite d'être abordée
et du moins d'être mis sur la table. Oui. Voilà, il y a eu un précédent avec la ligne de chemin de fer qui a été remise à niveau, on le dit comme ça, et réinaugurée il n'y a pas très longtemps entre Dinan et Lamballe. Voilà, ça peut être une piste de réflexion. Exactement, les problématiques sont un peu différentes, mais on peut s'en inspirer. Voilà, le dossier reste ouvert en tout cas. On a entendu les élus, allez, il nous reste 5 petites minutes, mais je voulais vous parler tout à l'heure du maire de Saint-Brieuc qui a été agressé, Hervé Guillard. Il y a des élus qui sont parfois aussi malmenés par le gouvernement. On a entendu Bruno Le Maire, en son temps, lorsqu'il était ministre de l'économie, tenser les élus sur leur gestion, les élus de terrain, bien entendu, les élus des territoires, des agglomérations, les maires, ou encore les conseillers départementaux et régionaux, en disant, voilà, ils sont trop dépensiers, finalement, ils n'ont pas une gestion dogmatique des finances, du budget de l'État. Les élus se sont mis en colère, ils n'étaient pas contents des propos. C'est irresponsable d'avoir ce type de discours. Disons qu'au vu de la gestion qui a été celle de Bruno Le Maire ces dernières années, elle est un peu malvenue. Et c'est un peu fort de café de pointer le doigt sur des gestions locales qui globalement sont plutôt bonnes. Effectivement, il y a des dépenses de fonctionnement qui vont s'accroissant, mais ces dépenses de fonctionnement sont liées à des transferts de compétences avec des nouvelles charges qui ne sont pas forcément compensées par l'État, sont liées également, il faut le dire aussi, à l'augmentation du point d'indice, qui forcément pèse dans le budget de fonctionnement des collectivités. Le principal responsable du creusement de la dette et du déficit, c'est Bruno Le Maire, notamment avec sa politique du quoi qu'il en coûte, qui, à un moment donné, a été importante, mais qui peut-être aussi a trop duré dans le temps et n'a pas assez ciblé, n'a pas été assez ciblé, tout simplement. Donc je ne crois pas que les collectivités soient les responsables. En tout cas, c'est assez malvenu de la part de l'ancien ministre de l'économie et des finances de pointer une responsabilité qui n'est pas véritable, en tout cas. On entend beaucoup parler d'autonomie aujourd'hui, on en parle beaucoup d'ailleurs à ce micro. Alors évidemment, on va plaider pour notre chapelle, la Bretagne. Il y a une grande demande d'autonomie de gestion, d'autonomie également plus ou moins politique, on pourrait le dire comme ça. Est-ce que on pourrait pousser plus loin finalement la décentralisation? On évoquait le général de Gaulle tout à l'heure, on aurait pu évoquer aussi Gaston Defferre en son temps. Mais est-ce qu'il faut pousser plus loin la décentralisation? Il faut pousser plus loin la décentralisation en ayant aussi à l'esprit qu'il faudra nécessairement simplifier cette décentralisation qui, effectivement, est parfois assez peu lisible de nos concitoyens. Mais effectivement, en Bretagne, notamment, sur le modèle, pourquoi pas, de l'Alsace, hein, qui a fait un pas immense avec un statut particulier qui lui a été accordé, cette décentralisation peut être poussée sur certains volets, que les régions peuvent juger utiles, tout simplement. Mais il faut que les moyens suivent. Et là encore, c'est là que le bas blesse. Il faut que les moyens suivent. Et effectivement, là encore, on est forcément très contraint avec cette situation financière et budgétaire très tendue, c'est peu de le dire. Un dernier mot autour de l'immigration, vous l'avez évoqué tout à l'heure, on va en parler pour conclure. On a entendu là encore Bruno Retailleau qui a dit voilà, il y a des règles, il va falloir les observer. Des règles en termes d'immigration, la France ne peut pas accueillir tout le monde, puis ceux qui ne se comportent pas bien, voilà, il faut qu'ils rentrent chez eux. Hein, si je synthétise un peu les propos, vous allez me dire si je me trompe. Est-ce qu'il faut avoir une réflexion européenne autour de l'immigration, autour de l'accueil des personnes réfugiées, ou au contraire limiter cet accueil? Cette vision européenne, on est un peu forcé de l'avoir aujourd'hui. On voit que nos voisins européens prennent des mesures fortes, et des gouvernements qui sont pourtant plutôt sur la gauche de l'échiquier politique, qui décident non pas de stopper l'immigration, mais au moins de la réguler. Je pense qu'il faut s'en inspirer, et il faut nécessairement avoir une forme de convergence dans les législations nationales qui peuvent s'appliquer. Maintenant, la maîtrise des frontières est une compétence qui doit rester régalienne. Je ne suis pas un eurobéa et je crois que la France doit garder la main sur la maîtrise de ses frontières et de savoir qui rentre sur le territoire national. Ça passera nécessairement, et ça Bruno Retailleau l'a souligné, par à un moment donné, un référendum sur l'immigration, puisqu'effectivement, sans référendum, au vu de la jurisprudence notamment constitutionnelle, on ne pourra pas faire
de grands bouleversements en matière de législation, du moins sur l'immigration. Avec l'aspect humain également, on le voit, beaucoup de personnes qui choisissent de traverser la Méditerranée, souvent viennent parce que chez eux il y a la guerre, il y a des difficultés économiques, ou encore tout simplement les premières difficultés climatiques. On voit certains points du globe où on ne peut plus vivre tout simplement. Est-ce que là aussi il faudra penser à long terme pour la suite ? Bien sûr, j'écoutais hier matin le président Sarkozy sur une radio concurrente qui expliquait très bien effectivement que l'explosion démographique de l'Afrique qui vient est un enjeu crucial dont on ne parle assez peu et qu'il faudra relever demain avec cette explosion démographique couplée effectivement à un changement climatique qui va faire déplacer des populations. Il faudra savoir y répondre et on a tout intérêt à avoir une législation claire pour anticiper ces mouvements de population auxquels demain nous serons confrontés à une échelle encore bien différente que celle qui est présente aujourd'hui. Dépassionner le débat sur l'immigration, sur la sécurité, ce sont souvent des débats très clivants, on le voit dans nos médias. Il faut dépassionner ces débats-là, il faut mettre les choses sur la table. Là aussi, il faut avoir un discours de vérité. On peut imaginer que Michel Barnier ait ce discours de vérité là, cet après-midi. Il faut toujours partir des réalités concrètes. Les chiffres sont là, les faits divers sont là. Je pense qu'aujourd'hui, on ne peut pas nier qu'il y a un problème de sécurité qui est notamment lié à l'immigration. Il faut déjà s'accorder sur ce constat. Et une fois qu'on s'est accordé sur ce constat, effectivement, il y a plusieurs pistes qui s'offrent à nous. Et je crois qu'en étant responsable, et Michel Barnier l'est, on pourra trouver des solutions tout à fait adéquates, tout à fait appropriées pour relever ce grand défi qui est devant nous. Voilà, on écoutera donc le discours de politique générale cet après-midi. Je pense que vous allez l'écouter avec grande attention, Nicolas Lecaroff. Effectivement, je serai devant mon poste et très attentif au discours du Premier ministre. Nicolas Lecaroff, membre du Bureau national des Républicains, délégué de la 4e circonscription des Côtes-d'Armor, était avec nous ce matin en direct pour l'interview politique de Bretagne 5 Matin. Je vous en remercie. Je vous souhaite une très belle journée. Merci à vous, bonne journée. Bretagne 5, Stéphane Hamon, le 7-9.